Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, une meilleure croissance pour la France en 2012 selon l'OCDE et un léger recul du chômage au mois d'avril. Deux bonnes nouvelles pour l'économie française. Le gouvernement ne boude pas son plaisir. Les indicateurs passent au vert. Mais est-ce vraiment durable? Analyse à suivre de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Elle a beaucoup de points forts pour succéder à Dominique Strauss-Kahn. Christine Lagarde, officiellement candidate à la tête du FMI et soutenue par les Européens, acceptée prudemment par les Américains, reste l'appui des pays émergents, loin d'être acquis. En France, la ministre de l'économie fait l'unanimité à droite. Les réactions sont beaucoup plus mitigées à gauche, comme celle de notre invité ce soir, le député socialiste et candidat aux primaires Arnaud Montebourg. Hier, ils étaient rassurés. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup moins. Les députés UMP qui criaient victoire après avoir obtenu de Claude Guéant la suspension du retrait des panneaux avertisseurs de radar ont vite déchanté cet après-midi suite aux propos du même Claude Guéant. Les explications dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Depuis quelques jours, de plus en plus de voix appelaient de leur vœu cette candidature. Eh bien, c'est chose faite aujourd'hui. Christine Lagarde a officiellement déclaré tout son intérêt pour le poste qu'occupait DSK, soutenu par les Européens, accepté par les États-Unis. La ministre de l'économie assure qu'elle maintiendra sa candidature au FMI, même en cas d'enquête dans l'affaire Tapie. Pierre Bonde-Joseph. Au moins, le suspense n'aura pas duré longtemps. Christine Lagarde brigue la présidence du FMI. Depuis ce matin, sa candidature est officielle. À 55 ans, la ministre de l'économie a déroulé les avantages de la candidature d'une femme d'expérience. Si j'étais élue, j'apporterais au fond toute mon expérience d'avocat, de dirigeant d'entreprise, de ministre et de femme. Je me dévouerai pleinement à ce mandat avec l'enthousiasme, la détermination, l'esprit d'ouverture et l'esprit d'équipe que j'ai toujours cherché à promouvoir dans mes différentes responsabilités. Une petite semaine seulement après la démission de DSK, la France et plus largement l'Europe a déjà choisi son candidat. Christine Lagarde a le profil idéal anglophone, ancienne avocate d'affaires rompue aux sommets internationaux. Le Premier ministre François Fillon n'a d'ailleurs pas tardé à apporter son soutien à ce qu'il qualifie lui-même de candidature de qualité et d'équilibre. De son côté, le Parti socialiste appelle à la prudence, évoquant la menace judiciaire qui pèse sur les épaules de la ministre dans l'affaire Bernard Tapie, Crédit Lyonnais. Il ne faudrait pas qu'un deuxième scandale éclate à la tête du Fonds monétaire international, parce que là, franchement, pour la France, ce serait un coup fatal. J'ai entendu, je crois, depuis plusieurs jours, à juste titre, le Parti socialiste nous dire sur à peu près tous les tons « présomption d'innocence ». Ça a été le maître mot, à juste titre, pendant 10 jours. Et maintenant, on fait, si je comprends bien, de la présomption de je ne sais quoi. Christine Lagarde doit maintenant convaincre et présenter son programme, une tournée qui passe par Deauville dès demain au sommet du G8. La France souhaite rallier Barack Obama à cette candidature. De son côté, la Cour de justice de la République se prononcera le 10 juin. Et justement sur cette candidature désormais officielle, à suivre la réaction de notre invité politique ce soir, Arnaud Montebourg, dans un instant. Mais d'abord, retour sur les radars. Le gouvernement ne compte pas lâcher prise. Le porte-parole François Baroin a confirmé la suppression des panneaux avertisseurs de radar. Les députés UMP qui pensaient hier que le gouvernement avait enfin pris acte de leur grogne sont tombés et dénus tout à l'heure. Pourquoi? On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Claude Guéant à l'Assemblée nationale pour répondre aux députés UMP et clore enfin le sujet des radars pédagogiques. Je vais vous décevoir parce que contrairement à ce que vous pensez, il y a une complète identité de vue au sein du gouvernement. Ces radars pédagogiques seront implantés de façon aléatoire et non systématiquement à 400 mètres d'un radar fixe comme aujourd'hui. Il y en aura à des lieux adéquats avant les radars fixes. Il y en aura aussi à d'autres endroits dangereux sans radar. Une déclaration censée rassurer les élus frondeurs mais qui n'a en rien répondu sur l'implantation systématique de radars préventifs à la place des panneaux signalant les radars fixes. On n'y comprend plus rien. Hier, c'était le ministre de l'Intérieur qui nous dit on va revoir ça localement, essayer de trouver des solutions les plus adaptées pour assurer la sécurité routière. Aujourd'hui, remise en cause de ce dispositif d'hier. Enfin voilà, il faut que le gouvernement nous dise ce qu'il souhaite faire.
Mais d'autres députés estiment eux avoir obtenu ce qu'ils avaient demandé. Il y aura, conformément à ce que souhaitaient les députés UMP, qu'il y ait des outils pédagogiques, c'est-à-dire concrètement des radars pédagogiques qui soient implantés en amont des radars fixes et au-delà aussi, puisqu'il y aura beaucoup de radars pédagogiques d'installer. Une incompréhension qui dure et qui exaspère certains députés. Yannick Favennec, élu de la Mayenne, allant jusqu'à poster sur Twitter un message sans ambiguïté. La suite du 22h avec à présent l'entretien. Il est l'invité politique du 22h de Public Sénat, le député Arnaud Montebourg. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour. Candidat aux primaires socialistes et auteur de ce livre-programme Voter pour la démondialisation dont nous allons parler et qui sort d'ailleurs aujourd'hui. Mais d'abord, Arnaud Montebourg, quelques questions d'actualité. Un consensus en Europe et aux États-Unis se dessine pour soutenir la candidature désormais officielle de Christine Lagarde. Toutes ces puissances britanniques, françaises, allemandes, américaines lui font confiance. Et vous? Pas du tout. C'est un choix pour moi périlleux d'abord parce que le procureur général de la Cour de cassation a demandé une enquête à son sujet, donc il serait prudent d'attendre le résultat de l'enquête, notamment devant la Cour de justice de la République, donc une juridiction qui juge les ministres. Donc ce n'est pas une petite affaire, donc soyons prudents. Et puis surtout, Madame Lagarde est en quelque sorte le défenseur des politiques d'austérité libérale dans toute l'Europe, avec, je le vois, une sorte de soumission aux intérêts du système financier au détriment des classes moyennes, des classes populaires dans toute l'Europe, des citoyens et des contribuables. Donc le FMI n'a pas besoin de continuer en quelque sorte à organiser la toute-puissance des marchés financiers dans une période où, au contraire, le rôle des responsables politiques serait de les domestiquer. Vous dites bien continuer, Arnaud Montebourg, c'est-à-dire qu'avec Dominique Strauss-Kahn, il y avait les mêmes politiques de rigueur pour la Grèce et le Portugal, il y avait des milliers de gens dans la rue, donc quand le socialiste le faisait, ça ne posait pas de problème? Ça en posait autant, puisque j'ai moi-même déclaré à plusieurs reprises que je n'étais pas d'accord avec cette stratégie européenne qui consiste à faire payer aux contribuables le prix de la crise dans laquelle ils n'ont aucune espèce de responsabilité, puisque c'est le système financier qui est responsable. Et aujourd'hui, la crise des dettes souveraines, finalement, c'est la façon dont les États ont secouru le système bancaire et qui, aujourd'hui, sont attaqués par les banques que les États ont secouru. Donc c'est mordre la main qui a prêté secours, ce qui se passe. Donc c'est immoral, c'est économiquement stupide et c'est surtout socialement dangereux. Juste sur le risque que vous avez souligné, judiciaire, même s'il y a enquête, elle est quand même présumée innocente, Christine Lagarde? Oui, je pense que nous pouvons nous passer de ce phénomène de multiplication des présumés innocents. Nous pourrions travailler dans d'autres conditions. Ça nous permettrait de considérer qu'il y a aujourd'hui des candidats européens possibles, alternatifs à Mme Lagarde, qui pourraient avoir une vision différente du FMI et de la stratégie de sauvetage de l'euro en Europe. Je pense qu'ils peuvent se désigner eux-mêmes. Alors l'affaire DSK Diallo a changé la donne politique. Que répondez-vous à ceux qui disent, en se frottant les mains, que la bataille de la morale est déjà perdue par le Parti socialiste? Je ne crois pas, d'abord parce qu'il s'agit d'actes personnels, s'ils sont d'ailleurs démontrés et prouvés. Il s'agit en rien d'actes qui engagent le Parti socialiste. Ce sont des actes qui concernent finalement une affaire judiciaire personnelle et maintenant privée. Le think tank Terra Nova, qui est proche du Parti socialiste, a constaté le divorce entre la gauche et la classe ouvrière. Vous êtes élu d'un département qui est très industriel, qui est très agricole, qui est touché par la précarité. Est-ce que vous l'avez constaté, peut-être vécu, ce désamour? Il y a aujourd'hui le sentiment dans la population d'un appauvrissement pour la classe ouvrière. Pour la classe paysanne aussi, les agriculteurs qui sont jetés sur le marché sans aucune protection. Je pense à ces femmes ouvrières précarisées qui payent cher dans leur vie. Qui les a oubliées? Selon Terra Nova, c'est le PS qui les a oubliées. Tout le monde les a oubliés. Le président du pouvoir d'achat s'en est-il occupé? Vous avez 6 millions de personnes qui gagnent 750 € par mois en moyenne.
6 millions de personnes sont généralement des personnes qui sont en temps partiel contraint, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas travailler plus de 20 heures, 25 heures, ils sont manutentionnaires, caissières dans les supermarchés, ouvrières en travail posté, dont les heures supplémentaires ne sont pas payées, qui subissent au bout de 20 ans de travail dur à la chaîne des troubles musculo-squelettiques, et après il faut se battre pour que la sécurité sociale les reconnaisse. Ça, c'est la vie quotidienne, l'augmentation des cadences, la montée du productivisme et des salaires qui n'ont pas bougé. Ils vous disent ne nous oubliez pas. Ils disent surtout en quoi le système économique aujourd'hui qui s'est retourné contre ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur travail, vous pouvez le remettre sur ses pieds en faveur des êtres humains qui aujourd'hui sont à la peine. C'est ça qui nous pose comme question. Donc les socialistes dont je suis peuvent décider de gérer ce qui existe. Moi, je ne suis plus d'accord, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, j'avais déjà voté non. Je suis d'ailleurs, dans les candidats aux primaires, le seul candidat qui a voté non au traité constitutionnel européen et refusé d'aller à Versailles voter le traité qui, finalement, trahissait le mandat populaire. Le traité de Lisbonne. Je veux dire que depuis... Vous concentrez justement parce que je veux parler du livre, sur ces couches populaires. Et pour les reconquérir, est-ce qu'il faut leur chanter le refrain de la France d'abord, de la production nationale, du protectionnisme? C'est ce que vous faites dans ce livre? Mais il ne faut pas leur chanter n'importe quoi. Il faut d'abord leur dire, et dire à toutes les élites surtout, qui pendant 30 ans ont organisé le libre-échange mondial généralisé, c'est-à-dire la mise en concurrence de paysans asiatiques chinois qui acceptent de travailler pour un salaire de misère, avec des ouvriers européens, par exemple, allemands, français, italiens, qui ont 2 siècles de lutte à leur actif, qui sont en train de les perdre. Que cette économie du chantage, où on menace toujours de délocaliser des activités lorsque on demande le minimum vital pour survivre, que c'est cette économie du chantage et de la délocalisation qui est en permanence. Le libre-échange en même temps, c'est ce qui dicte nos règles aujourd'hui. Comment vous allez dire aux Allemands, aux Espagnols, aux Anglais, demain aux Américains que vous allez fermer vos frontières? Il n'y a pas, d'abord ce n'est pas ça, ça ne dicte rien du tout. Ce sont des choix des gouvernements qui, successivement, ont décidé que c'était une sorte de chose naturelle. Et le monde entier l'a décidé. La France va se retirer seule? Eh bien, permettez-moi d'abord de vous dire que ce n'est pas vrai, puisque la plupart de nos concurrents, les Chinois, les Canadiens, les Américains, les Indiens, pratiquent le protectionnisme en permanence. Ah, donc vous êtes pour un protectionnisme? Je suis favorable au protectionnisme européen. Un protectionnisme de progrès, vert, et j'allais dire social. Vous pouvez lui mettre les plus belles couleurs, le rose, le fluo, c'est quand même du protectionnisme. Pourquoi vert? Parce que, mais il est très bien, et je l'assume, c'est d'ailleurs même un progrès pour l'humanité, et c'est une pensée d'ailleurs, c'est pour ça que je défends ce programme voté pour la démondialisation, c'est une pensée qui vient du Sud. C'est-à-dire que les pays aujourd'hui émergents disent, qu'est-ce que nous avons gagné dans la mondialisation? Rien. Allez en Afrique du Nord, regardez comment les usines sont parties au Vietnam. Allez même en Chine, là où ça s'est développé, ils délocalisent vers les endroits où les salaires sont encore plus bas. C'est-à-dire que c'est un gouffre sans fond où on fait des esclaves dans les pays du Sud et des chômeurs dans les pays du Nord. Votre analyse est très différente, tranchée en tous les cas avec celle de François Hollande et Martine Aubry. Vous les chargez très durement, vous dites un petit peu que ce sont les Dupont et Dupont du PS. C'est du dépit? Non, pas du tout. D'abord, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ce sont tous identiques. Ce sont les enfants jumeaux de Lionel Jospin. Ils ont fait perdre le PS. D'abord, vous êtes même plus méchant que moi. D'abord, ils ont une candidature qui est parfaitement légitime, parfaitement logique d'ailleurs, mais elle est parfaitement identique. C'est-à-dire qu'ils défendent finalement les mêmes orientations. La gestion de l'existant. Le moment est venu de construire le nouveau socialisme, c'est-à-dire de proposer une transformation du système économique. Si vous pensez que les Français peuvent accepter, par exemple, le socialisme de l'accompagnement, c'est-à-dire celui qui accompagne la révolution libérale et, avec des rustines sociales, fait accepter le système économique tel qu'il est, je crois que plus personne n'y croit. Ils sont le passé, pour vous? Ils représentent le passé? Je continue. Il y a aussi un autre socialisme qui s'appelle le socialisme de la redistribution. À chaque problème, on crée une taxe. Mais ça, les Français, ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur travail. Ils n'acceptent pas de vivre sous perfusion, dans un système injuste. Et ma question est précise. Est-ce que Martine Aubry et François Hollande représentent le passé du PS pour vous? En tout cas, ils sont les héritiers d'une tradition qui a besoin de se moderniser. Et j'apporte dans le débat des primaires qui commence, j'apporte le renouvellement des idées et d'une certaine manière des générations
de dirigeants qu'il faut maintenant renouveler. Il commence très fort, hein. Il va y avoir 150 jours de bataille intense avant les primaires. Dans quel état on va retrouver le candidat socialiste qui va devoir affronter, on le sait, c'est un secret de polichinelle, Nicolas Sarkozy? En pleine forme. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il aura survécu à toutes ces épreuves, aux controverses, aux discussions, aux révélations. Et autres. Non, parce que ce ne seront pas des griffes ni des coups bas, ce sera un débat dont les Français ont besoin. Les primaires, comme dans tous les pays, elles ont eu lieu en Italie, elles ont eu lieu en Grèce, et ça a permis à des dirigeants socialistes de gagner. Elles ont eu lieu depuis de très nombreuses années aux États-Unis. C'est un moment de discussion avec le pays, avec des millions de gens qui ne sont pas dans les partis politiques, qui peuvent venir et qui peuvent s'intéresser, s'approprier la manière dont on va construire la France d'après Sarkozy. Sans doute très nombreux à le faire. On va écouter, vous allez réagir, la réaction justement sur ces primaires du sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. On l'écoute tout de suite. Il faut en tout cas que les deux candidats ou les trois candidats principaux se mettent d'accord. Parce qu'autrement, on risque d'aller vers un affrontement qui reproduira ce qui s'est passé au congrès de Reims, qui avait été détestable pour le Parti socialiste. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est simple, c'est qu'on fasse comme au Vatican, qu'il s'enferme dans une pièce, puis qu'à un moment donné, comme au Vatican, sort la petite fumée blanche quand un candidat a été désigné, que rue de Solferino, il s'enferme et qu'une petite fumée rose puisse sortir. Candidature unique, c'est ma dernière question, Arnaud Montebourg. Est-ce que vous pourriez retirer votre candidature pour le bien des primaires, pour des primaires apaisées? D'abord, moi je n'ai pas peur du débat. D'abord parce que nous sommes des dirigeants politiques, responsables de ce que nous disons. Nous cherchons le bien du pays, nous le faisons avec nos camarades, mais aussi en discussion avec eux, avec les Français sous leur regard. Nous ne sommes pas la Curie romaine et le Vatican. Nous sommes beaucoup mieux que cela. C'est-à-dire un organisme vivant qui vibre dans la société. Les salles sont pleines. Voilà. Donc quand les églises sont vides. Jusqu'au bout. Voilà. Merci Arnaud Montebourg. Vous êtes l'auteur de ce livre, Voter pour la démondialisation, sorti aujourd'hui et qui marche déjà très fort. 2 € pour le rendre accessible à voilà, tous. Et la préface est d'Emmanuel Todd, l'inventeur du concept de la fracture sociale. Et on va dire l'éditeur, comme ça on aura tout dit. Flammarion, merci à vous. Merci. Allez, la suite du 22h avec cette information arrivée à l'instant. Christine Ockrent annonce son départ de l'audiovisuel extérieur de la France dans une interview exclusive accordée au site lefigaro.fr. Elle décide, je cite, d'en finir avec une situation insupportable et totalement figée. Elle accuse le PDG de l'AEF, Alain de Pouzillac, de passivité. Je vous rappelle qu'un conflit oppose les deux têtes de l'audiovisuel extérieur de la France dans une affaire d'espionnage informatique. Cette structure de l'AEF englobe notamment France 24 et RFI. La suite de notre journal dans un instant, l'analyse de Jean-Louis Gombault autour des chiffres du chômage en baisse, des prévisions de croissance en hausse selon l'OCDE, bref, de bonnes nouvelles pour la France. Qu'en est-il pour le voisin espagnol secoué depuis quelques jours par la mobilisation des jeunes en colère? Notre invité, l'historien Benoît Pelliss-Atrandi dans un instant, mais d'abord le tour de l'information de tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Il est concocté ce soir par Élise Ecardi. Le long chaos aérien annoncé ne devrait finalement pas avoir lieu. L'éruption du volcan islandais entré en activité le week-end dernier serait en train de se terminer. Ce volcan a tenu l'Europe entière en haleine durant 4 jours et obligé les compagnies aériennes à annuler près de 500 vols. Prudentes toutefois, les autorités islandaises soulignent que la fin réelle d'une éruption volcanique peut prendre plusieurs semaines, même à très faible activité. Les curieux sont donc priés de rester à distance. L'accident de Fukushima a-t-il vraiment été sans danger pour notre territoire? Selon la CRIRAD, la commission de recherche et d'information sur la radioactivité, les informations dont on dispose ne seraient pas suffisantes. La CRIRAD estime que la France a été contaminée dès le 22 mars, soit 2 jours avant la date annoncée du passage du nuage, et que les masses d'air contaminées ont affecté les 3/4 du territoire. Elle demande donc au gouvernement de mettre en œuvre des moyens pour enquêter plus précisément. En France, le Premier ministre japonais a été reçu par Nicolas Sarkozy, puis par François Fillon, qui lui a assuré que la France était prête à apporter une nouvelle fois son assistance à son pays. Gérard Larcher veut encadrer les conflits d'intérêts. Un groupe de travail de la Commission des lois s'est penché sur la manière de prévenir ces incompatibilités entre certaines fonctions et celles des parlementaires. Nous avons recensé 169 organismes extérieurs où, de par la loi, actifs, parce qu'il y en a plus que ça, les sénateurs sont présents.
certains sont de nature à représenter des conflits d'intérêts entre la fonction de contrôle parlementaire et la fonction, en quelque sorte, d'être dans cet organisme. Un groupe de travail, présidé par Jean-Jacques Hyest, a réalisé près de 40 auditions. Elle a remis des propositions autour de 5 axes, notamment une meilleure définition des conflits d'intérêts, la nécessité d'une déclaration des élus pour assurer une meilleure transparence et la création d'une autorité de déontologie interne au Sénat. Un concert de klaxons et des artères complètement bloquées. Les taxis manifestaient dans plusieurs grandes villes de France aujourd'hui. Moi j'ai commencé le taxi à 20 ans, j'avais une berline. Maintenant pour avoir du travail, j'ai 9 places. Vous vous rendez compte, avant il n'existait pas des taxis 9 places. Il y avait un taxi qu'avec sa petite berline, il arrivait à sortir ses journées. Les taxis exaspérés qui pointent du doigt la hausse du prix du carburant. En 2007, ils ont perdu un avantage fiscal qui leur permettait de compenser cette hausse. Également dans leur ligne de mire, l'arrivée de taxis low cost qu'ils accusent de concurrence déloyale. 4e mois consécutif de baisse. En avril, le nombre de chômeurs a reculé de 0,4% en France. Désormais, l'Hexagone compte 2 669 000 demandeurs d'emploi. Xavier Bertrand, le ministre du Travail, est persuadé que la tendance va se poursuivre. La reprise économique plus forte que prévue expliquerait en partie ces bons chiffres, ainsi que le retour des emplois aidés et des aides à l'alternance. Notons toutefois qu'en ajoutant les personnes à temps partiel, la baisse n'est plus que de 0,2%. Et nous ont rejoint sur le plateau du 22h Benoît Pellistrandi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, historien, spécialiste de l'Espagne, un pays dont nous allons parler dans un instant. Avec nous également notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. On vient de le voir Jean-Louis dans le tour de l'info, c'est le 4e mois consécutif de baisse du chômage. Et en même temps, les bonnes prévisions de l'OCDE pour la France, on peut se réjouir, c'est une série de bonnes nouvelles. Disons qu'il n'y a plus de mauvaises nouvelles. C'est plutôt comme ça que je verrai la question. En tout cas, sur le chômage, effectivement, c'est une série de bonnes nouvelles. Janvier, moins 20 000 chômeurs. Février, moins 1 000 chômeurs. Mars, moins 20 000 chômeurs. Avril, moins 10 000, moins 11 000 chômeurs. En tout, en gros, depuis janvier, vous avez moins 50 000, un peu plus de moins 50 000 chômeurs. Quand vous pensez que pour toute l'année 2010, il y en a 80 000 de plus, déjà en 4 mois, vous en éliminez 50 000. Donc on a effectivement, grâce à la bonne reprise du premier trimestre, on a fait plus 1% de croissance, on a une forte baisse du chômage incontestable. Et il y a des chances que ça dure, puisque effectivement, cet après-midi, l'OCDE nous a sorti un chiffre plutôt positif pour l'économie française, puisqu'il est même supérieur aux prévisions du gouvernement. Le gouvernement dit 2% de croissance, l'OCDE nous dit plus 2,2%. Donc nous arrivons maintenant, en cette fin avril, à 2 669 100 chômeurs, des gens qui n'ont pas de travail du tout. Alors si on regarde dans le détail, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque si vous regardez les gens, par exemple, qui ont des petits boulots, c'est-à-dire les gens qui travaillent plus ou moins 78 heures par mois, là, ça continue d'augmenter. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qui sont au chômage depuis plus d'1 an, ça continue d'augmenter. Les chômeurs seniors, plus de 50 ans, ça continue d'augmenter. Et en plus, les emplois créés, c'est beaucoup d'intérim, beaucoup de partiels. Donc on a une amélioration, mais certaines formes de fragilité malgré tout. Xavier Bertrand parlait ce matin d'une sortie de crise qui se dessine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a été trop optimiste? Disons qu'il parle peut-être un peu vite quand même, mais effectivement, on est sur une bonne tendance, une tendance de sortie. Dire que la sortie se dessine, c'est un peu complexe. Je vous prends un seul chiffre. La crise, la fameuse crise qui démarre en gros à l'été 2007 et qui va durer jusqu'à la fin 2010, c'est 740 000 chômeurs de plus, 740 000 chômeurs de plus. Là, on est sur une tendance pour l'année 2011 où nous en aurons 150 000 de moins. Donc, fin 2011, parce que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année 2011 en tout cas, et vous vous rendez compte encore du chemin qui reste à parcourir pour revenir à là où nous en étions au début de la crise. Donc, à partir de là, dire que la sortie se dessine, c'est un peu optimiste, disons. On en est peut-être au début du début du début. Oui, alors il y a début, mais c'est quand même une série de bonnes nouvelles en France. Benoît Pellistrandi, la situation économique en Espagne est plutôt mauvaise. Les chiffres du chômage sont autour de 20-21%. Oui, et l'OCDE a encore corrigé à la baisse, pour le coup, ses perspectives, et ne prévoit un retour à la situation d'avant-crise que d'ici 15 ans. Il faut donc imaginer qu'en 2007, on avait le point le plus bas
en termes de chômage, 9%. On est monté de 2007 à 2011 à 21,5%, c'est-à-dire à peu près 5 millions de personnes. Et l'OCDE ne prévoit un retour donc que d'ici 15 ans. C'est-à-dire, ça éclaire d'un jour, effectivement, une lumière très, très claire, ce qui se passe en ce moment en Espagne. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est un mouvement des indignés, c'est comme ça qu'il est appelé. Ce sont majoritairement, mais vous allez nous l'expliquer, des jeunes qui se mobilisent contre le chômage, contre la précarité, qui demandent même plus de démocratie. Ils campent, on le voit sur la place emblématique de Madrid, la place Puerta del Sol. D'abord, est-ce qu'il était prévisible, ce mouvement? Oui. Il était prévisible, pas forcément sous cette forme, mais pour qui observait la situation en Espagne et la dégradation de la situation économique, il était évident qu'à un moment ou à un autre, il y aurait crise sociale. Par ailleurs, le gouvernement Zapatero avait réussi, plus exactement, José Luis Rodríguez Zapatero avait réussi, je dirais, à réenchanter le socialisme. En 2004, lorsqu'il gagne les élections, à la faveur de tout ce mouvement pacifiste qui avait condamné l'engagement de l'Espagne dans la guerre d'Irak, il a effectivement incarné une nouvelle tradition que le gouvernement socialiste antérieur de Felipe González, qui s'était achevé dans la corruption en 1996, n'avait pas incarné. Et ce courant, un petit peu optimiste, un philosophe espagnol avait même condamné fermement en disant c'est le bon sentiment, c'est la politique du bon sentiment, s'est fracassé sur la crise économique. Et le gouvernement Zapatero, à partir de 2009, a dû prendre le tournant de la rigueur, à côté duquel le tournant de 1983 en France est, je ne dirais pas une plaisanterie, mais extraordinairement atténué. Benoît Pellestrandi, on voyait là la mobilisation. Je vois beaucoup de jeunes, ils ont l'air d'avoir la trentaine. Quel est le portrait robot justement du contestataire sur cette place aujourd'hui ? Alors effectivement, on parle beaucoup de jeunes, de 18 à 30 ans, mais on a constaté aussi que des gens de 40, de 50 ans et après, les parents sont venus. C'est-à-dire que le mouvement est devenu un peu transclivage aujourd'hui. Il a sans doute au départ été le fait de noyaux militants d'extrême gauche. Le choix de la Puerta del Sol n'est pas innocent. Ce n'est pas la seule place de Madrid, mais c'est face au gouvernement régional, c'est-à-dire qui est tenu par Esperanza Aguirre, qui est l'un des leaders emblématiques du Parti populaire et qui effectivement représente l'aile libérale et qui est un peu la bête noire de la gauche espagnole. Donc il y avait un peu l'idée dans le processus électoral, n'oubliez pas, c'était le 15 mai et les Espagnols allaient voter le 22 mai, c'était un peu dans l'idée de venir gêner la droite. Bon. Et puis finalement, ce mouvement a dépassé l'instrumentalisation politique pour effectivement manifester un malaise dans la société espagnole. Alors, en même temps, ne le surestimons pas. Tout à l'heure, je regardais à 21h les chaînes espagnoles, pas un mot, ni sur la 1, ni sur la 3. Pas un mot sur ce mouvement-là. Eh ben, comment vous l'expliquez ? Le grand chroniqueur du journal El País, Iñaki Gabilondo, qui pendant 30 ans a tenu une émission de radio, donc je veux dire, c'est vraiment très connu, très connu, figure, oui. a dit le mouvement s'est évaporé ce matin sur son blog d'El País. Bon. Donc les choses sont extrêmement complexes. Et c'est vrai que si on fait simplement quelque chose de numérique, cette revendication de démocratie représentative, c'est environ 100 000 personnes sur toute l'Espagne. La démocratie représentative, pour le coup, elle s'est exprimée dimanche avec 22 millions d'électeurs sur 30 millions d'électeurs inscrits. Benoît Pellestrandi, c'est la dernière question et je vais vous rappeler notre question avec notre partenaire Le Figaro.fr. On parle de contagion possible. Tout à l'heure, il y a eu une première manifestation des indignés grecs qui, via les réseaux sociaux, se sont rassemblés pour dénoncer les mesures d'austérité. On a posé la question à nos internautes pour la France. Le mouvement de contestation espagnole peut-il s'étendre à la France? C'est plutôt partagé là pour Le Figaro.fr. Non pour 48%, oui pour 46% des votants. Vous vous situez dans quelle partie? À mon avis, non. Parce que les formes du militantisme espagnol sont très différentes. Ça fait longtemps qu'il y a une grande tradition de mobilisation de la jeunesse à travers justement ces campements. Je pense que le militantisme en France est un peu différent. Cela dit, pour ceux qui sont actuellement place de la Bastille, j'imagine que ma réponse ne les satisfont pas. Et Jean-Louis a rappelé quand même quelques bonnes nouvelles quand même pour la France, ce qui peut décourager ceux qui voudraient se mobiliser peut-être. En tous les cas, merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de ce journal. C'est la fin du 22h. Je vous rappelle cette information qui est tombée tout à l'heure. Christine Ockrent annonce donc son départ de l'audiovisuel extérieur de la France dans une interview exclusive accordée au site du Figaro.fr. Je vous rappelle qu'un conflit l'opposait avec Alain de Pouzillac, le PDG de l'AEF, dans une affaire d'espionnage informatique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est votre émission politique preuve par 3 et l'invité, c'est le ministre Benoît Apparu. Très belle soirée à vous. Madame,
mesdemoiselles, messieurs, bonjour. On va découvrir ensemble, Mylène, si tu le veux bien, la première initiative éco-citoyenne du jour. C'est un jardin, mais un jardin pas comme les autres, où poussent notamment de la menthe chocolat et des carottes blanches. On va en Saône-et-Loire découvrir ce jardin des curiosités. Ensemble, c'est le mot-clé du reportage de l'initiative suivante. 3 familles ont acheté ensemble pour construire 3 maisons écolo. Maintenant, c'est une initiative qui nous révèle, écoutez bien, que l'huile de friture usagée est un bien précieux liquide. Regardez, ça se passe à Lille. Tous au vert, jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Raphaël Hermanot de l'AFP, puis Perrine Tarnot de Public Sénat me rejoindront tour à tour pour vous interroger dans ce parcours donc en 3 étapes. D'abord, Benoît Apparu, l'actualité qui vous donne raison. Et oui, je vous cite, la majorité doit débattre sans tomber dans le bordel public. Nous y sommes. Ça veut dire quoi cette phrase? Peut-être un peu graveleuse. Ça veut juste dire une chose. Le débat est absolument indispensable, impératif. Il faut qu'on arrive à débattre, à maîtriser le débat public, à lancer de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. C'est absolument indispensable si on souhaite arriver en bonne position en 2012. Et c'est d'ailleurs le rôle des partis politiques. Mais la difficulté, c'est que avoir le débat public est indispensable, à condition que la confrontation entre les uns et les autres se fasse de façon sereine. Très bien, ça c'est la théorie. On n'est pas obligé d'être d'accord sans pour autant s'envoyer des communiqués de presse rageurs. Voilà. Bon, l'unité est tout aussi essentielle. Ça, c'est la théorie, hein, les grandes leçons. Mais alors la pratique, c'est la confusion quand même de ces dernières heures sur les radars routiers. Là, on a l'impression que le bordel public, il est au gouvernement. Non. En l'occurrence, non. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ont été très clairs ce matin au Conseil des ministres. Et François Baroin a parfaitement réexpliqué la position du gouvernement sur ce sujet-là. Elle est très simple. Il y a eu au premier trimestre une augmentation très forte du nombre de tués. Est-ce qu'on peut l'accepter? La réponse du gouvernement est non. On ne peut pas accepter une augmentation du nombre de morts aussi forte que celle-là. Et donc, nous prenons des décisions, et on les assume pleinement, qui visent effectivement à être plus durs contre ceux qui dépassent les limitations de vitesse, contre ceux, effectivement, qui, pour des raisons X ou Y, se sont relâchés au volant. Et parce que les gens sont relâches, ils augmentent leur vitesse, ça produit des morts. Et les morts, on ne les accepte pas. Bon, d'accord. Donc les panneaux vont bien disparaître. Donc les panneaux vont effectivement disparaître. C'est ce qu'avait compris une partie de votre majorité. Hein, les parlementaires avaient compris quoi? Pas le contraire. Non, mais vous avez peut-être compris le contraire. Mais j'étais hier à la réunion de groupe, dans laquelle le Premier ministre comme le ministre de l'Intérieur ont réexpliqué leur position. Elle a été très simple. Messieurs les parlementaires, vous vouliez que l'on maintienne les panneaux. Nous, on ne le souhaite pas. Et on tiendra bon là-dessus. Par contre, on fait une ouverture sur laquelle vous êtes d'accord, qui est de dire on organise une concertation préalable à la suppression des panneaux. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Très bien, tout est clair pour vous. Est-ce qu'il y a unanimité des ministres pour dire que le départ de Christine Lagarde